Nous étudions dans cette vidéo les automates finis asynchrones, c'est-à-dire les automates avec des epsilon de transition, et des procédures d'élimination de ces epsilon de transition. Un automate asynchrone fini, c'est un tuple Q sigma EIF, où Q est l'ensemble des états, comme dans un automate classique, sigma un alphabet fini, comme dans un automate classique, I et F les ensembles d'états initiaux et finaux, là aussi comme un automate classique. La différence vient sur l'ensemble E des transitions, qui, au lieu d'être un sous-ensemble de Q croix sigma croix Q, c'est-à-dire une transition, c'est un état, une lettre, un état, c'est un état, une lettre ou le mot vide, un état. On a le droit d'étiqueter les transitions par epsilon. Donc voici un exemple ici d'automate asynchrone où il n'y a qu'une seule transition étiquetée par epsilon, de 0 à 2. On peut définir les chemins, etc. de la même façon que dans les automates finis. Un chemin, l'étiquette d'un chemin, c'est le produit des étiquettes de ces transitions. C'est-à-dire que par exemple, si je prends ce chemin, 0 pour aller à 1 en utilisant la lettre A, puis cette transition-là pour lire le B, puis je viens ici, puis en 2 en utilisant la transition epsilon, puis le B ici. L'étiquette de ce chemin, c'est A, B, A, epsilon, B. Epsilon, c'est l'élément neutre de la multiplication dans les mots, donc c'est A, B, A. Autrement dit, c'est l'étiquette d'un chemin, c'est l'étiquette obtenue par les transitions en oubliant les transitions epsilon. Donc ça veut dire intuitivement que quand j'ai une transition epsilon, je peux faire un saut de l'état 0 à l'état 2 là, sans lire de lettres. On définit la notion de chemin acceptant et de chemin réussi de la même façon que dans un automate classique, c'est-à-dire c'est s'il part d'un état initial et finit dans un état final. Et la notion de mot accepté ou mot reconnu est aussi la même, c'est-à-dire que c'est toutes les étiquettes des chemins réussis. Donc c'est exactement comme un automate fini classique, sauf qu'on a le droit d'utiliser ces epsilon transitions qui font passer d'un état à un autre sans lire de lettres. Un résultat classique connu, c'est que tout langage reconnaissable par un automate fini asynchrone, c'est-à-dire avec epsilon transition, est reconnaissable par un automate fini. Et il existe des procédures qu'on appelle d'élimination des epsilon transitions pour passer d'un automate à l'autre. C'est-à-dire que avoir des epsilon transitions n'augmente pas le pouvoir d'expression des automates. Alors pourquoi, avant de regarder les constructions, pourquoi on utilise des automates à epsilon transition? C'est qu'il y a beaucoup de constructions sur les automates où c'est très utile, c'est très lisible et ça permet de faire des choses beaucoup plus intuitives. Alors je vais vous présenter deux constructions qui sont complètement duales l'une de l'autre et qu'on peut faire l'une ou on peut faire l'autre. C'est à vous de voir. Pour les étudiants, regardez comment fait votre enseignant. Alors, est-ce que c'est une procédure qui ajoute des états initiaux? C'est la construction 1. Et si c'est une procédure qui ajoute des états finaux, c'est la construction 2 que je verrai dans le transparent 4. Ces procédures sont parfois présentées avec des tableaux, où on fait des calculs, des tables, etc. C'est pas la présentation que je choisis ici, même si c'est exactement la même chose. J'ai essayé d'expliquer pourquoi ça marche, parce que quand on comprend pourquoi ça marche, ça permet de mieux appliquer. L'idée, c'est de dire, quand j'ai un chemin réussi dans un automate à epsilon transition, par exemple celui-ci, je vais essayer, je veux le faire les mêmes chemins sans epsilon transition. Et je vais procéder ainsi en plusieurs étapes. Je vais d'abord effectuer une clôture transitive des epsilon transition, c'est-à-dire que chaque fois que j'ai deux états P et Q dans l'automate que je peux joindre avec une suite de transitions où c'est que des epsilon, je rajoute une transition epsilon entre les deux. Ici, ça n'en rajoutera qu'une. Alors ça, c'est une procédure qui, sur le plan algorithmique, se fait en général en temps cubique par rapport au nombre des états. Il y a des trucs un peu plus optimisés qui existent. Et on peut utiliser des méthodes de tableau. Quand vous le faites à la main sur un petit exemple, en général, il y a peu de transitions epsilon et vous arriverez très bien à le faire vous-même sans avoir besoin d'un algo précis. Ici, il y a les deux transitions epsilon. Je peux aller de 3 à 2 en lisant des epsilon. J'en rajoute un ici. Attention, c'est une procédure qui peut rajouter beaucoup d'epsilon. Parce que là, j'en ai juste 2, ça va. Mais si j'avais un chemin de longueur 5, eh ben, je vais rajouter du premier au troisième état, du premier au quatrième, du premier au cinquième, puis du deuxième, etc. Donc c'est vite très chargé en transition epsilon. Ensuite, l'idée, ça va être de dire que si je regarde ce chemin, un chemin comme ça qui est réussi avec une suite d'epsilon, en fait cette suite d'epsilon, une fois que j'ai fait la clôture transitive des epsilon, j'en ai plus qu'une. Et il y a deux cas, est-ce que l'état P, où j'ai une suite comme ça, qui pourrait se répéter à plusieurs endroits dans le chemin, est-ce que cet état P, il est au début
du chemin ou pas au début du chemin. S'il est au début du chemin, c'est-à-dire qu'il n'y a pas ce R alpha avant, P c'est le début du chemin acceptant, et Q, et ce que je suppose c'est qu'après Q c'est pas encore un epsilon, hein. Sinon avec la clôture transitive j'aurai encore un epsilon après. Donc je prends Q, le premier état que je peux atteindre depuis P en lisant plein d'epsilon, avec ensuite soit je m'arrête, soit je vais, parce que c'est un état final, soit je continue avec une transition, mais cette fois-ci une transition en vert, c'est-à-dire avec une lettre de l'alphabet. Eh bien, si je veux commencer ici, parce que P est un état initial et que je veux enlever tous ces epsilon, je vais dire finalement je commence de l'état Q. Et donc ça se traduit sur l'automate en disant que pour toute transition P epsilon Q, sachant que j'ai fait la clôture transitive, c'est-à-dire tout état Q qui est accessible par des transitions epsilon à partir de P, devient un état initial. C'est-à-dire pour faire ça, je pourrais commencer à l'état Q. Sur mon exemple là, le seul état que je peux atteindre à partir de 0 en lisant des epsilon, c'est 2, donc 2 va devenir un état initial. Ensuite, qu'est-ce qu'on va faire? Je peux aller de P à Q en lisant epsilon, et ça, je ne veux plus le faire. C'est-à-dire, je m'occupe de ça quand il y a une transition avant. Si c'est au début, c'est les états initiaux, je viens déjà de l'expliquer. Si c'est pas au début, cette transition, au lieu de la faire de l'état R en lisant alpha, je vais en P, je vais dire que de l'état R en lisant alpha, je vais en Q. Et donc, pour tout schéma comme ça, si j'ai P epsilon Q et qu'avant j'ai R alpha P, je vais rajouter une transition R alpha. Et une fois qu'on a fait ça pour cet epsilon-là et pour toutes les transitions rentrantes dans P, je peux enlever cette transition epsilon. Donc prenons cet exemple pour aller de 3 à 0 avec la transition epsilon. Je vais regarder les transitions qui rentrent dans l'état 3. Il n'y en a qu'une, c'est la transition de 2 vers 3 étiquetée par A. Et donc je vais ajouter une transition de 2 étiquetée par A vers 0. J'élimine la transition epsilon. Je vais maintenant m'occuper de la transition de 3 vers 2. Cette transition de 3 vers 2, je regarde les transitions entrantes dans 3. C'est la transition 2, 3. Je vais donc faire une transition qui va de 2 vers 2, étiquetée par A. Et je peux maintenant éliminer la transition epsilon. Je m'attaque maintenant à la dernière epsilon transition de 0 à 2. Quelles sont les transitions entrantes? C'est la transition de 1 vers 0 étiquetée par A et la transition de 2 vers 0 étiquetée par A. Je vais donc ajouter les deux transitions qui manquent. Ici, celle-ci et celle-ci qui étaient déjà. Et j'obtiens maintenant un automate qui reconnaît le même langage qu'au départ et sans epsilon transition. La deuxième construction est complètement duale, c'est-à-dire qu'au lieu de regarder, quand j'ai un chemin d'epsilon transition, au lieu de regarder la transition avant, je regarde s'il y a une transition après. Donc, on effectue encore une fois une clôture transitive des epsilon transitions, et on va regarder, ça c'est un chemin acceptant, on va regarder où se situe cette transition epsilon. Cette suite-là, je peux la transformer par une seule avec la clôture transitive des epsilon transitions. Et la question que je me pose, c'est est-ce qu'elle est à la fin? C'est soit elle est à la fin, soit il y a une transition verte après. Donc si elle est à la fin, au lieu de finir mon chemin ici, mon chemin acceptant, je peux le finir là, parce que je n'ai aucune lettre. Et donc, ce qu'on va dire, c'est que pour toute transition P epsilon Q, où Q est finale, P va devenir finale. C'est-à-dire que je vais m'arrêter ici. Donc, sur cet exemple-là, les états desquels je peux atteindre l'état final en lisant des epsilon, c'est 3 et 0, donc 3 et 0 deviennent des états finaux. Ensuite, si le deuxième cas, c'est si cette suite d'epsilon, qui est plus qu'une maintenant avec la clôture transitive, n'est pas à la fin du chemin, c'est-à-dire qu'il y a une autre transition après, eh bien, au lieu de faire alpha de Q à R, je vais faire alpha de P à R. Et j'obtiens une façon similaire de la construction d'avant. Chaque fois que j'ai un P epsilon Q et un Q alpha R, je rajoute une transition P alpha R. Et ensuite, je pourrais éliminer cette epsilon transition. Donc sur l'exemple ici, si je commence par la transition qui va de 3 à 0 étiquetée par epsilon, je regarde les transitions sortantes de 0, j'en ai qu'une, c'est A, et donc je vais rajouter une transition de 3 à 1 étiquetée par A. Et ensuite, je peux éliminer la transition epsilon de 3 à 0. Ensuite, je peux m'attaquer à la transition de 3 à 2. Je regarde les transitions sortantes de 2, il n'y en a qu'une, c'est la transition
de 2 à 1 étiquetée par B. Je vais donc rajouter une transition de 3 à 1 étiquetée par B. Ici, et je peux éliminer ensuite l'epsilon transition. Il reste maintenant la dernière transition de 0 à 2 étiquetée par epsilon. Je regarde les transitions sortantes de 2, il y en a 2, celle de 2 à 1 étiquetée par B et celle de 2 à 3 étiquetée par A, ce qui va me faire rajouter une transition étiquetée par A de 0 à 3 et une transition étiquetée par B de 0 à 1, comme ceci. Et on peut ensuite éliminer la transition epsilon. Et on obtient un automate qui reconnaît le même langage que l'automate de départ. Alors, on peut aussi, en conclusion, dire qu'en faisant l'une ou l'autre procédure, on n'obtient pas le même automate. Et c'est des automates qui sont en général moins lisibles. C'est aussi un intérêt des transitions epsilon, c'est des fois d'avoir une certaine lisibilité sur la sémantique, c'est-à-dire la signification de l'automate. Par exemple, quand on modélise des systèmes et qu'on veut modéliser certaines choses qui se passent